Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Cité des Sciences à Tunis. Bienvenue à la Nuit des chercheurs, Green Night, novembre 2020. Bienvenue encore une fois dans mon introduction à l'astronomie numérique avec Python. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Riyad Bensib, je suis médiateur scientifique en chef au planétarium de la Cité des Sciences à Tunis. Et comme je viens de vous dire, je vais vous parler d'astronomie numérique avec Python. Alors oui, lorsqu'on parle de l'astronomie, nous, amateurs, vous, amateurs, on parle de l'astronomie en partant de la Terre, de la rotation de la Terre, le jour et la nuit. On parle du système solaire, les planètes, les satellites, les comètes, quoi d'autre, les astéroïdes, donc tout ce qui concerne le système solaire. Mais on parle aussi des étoiles, leur naissance, leur vie, leur mort, et la Voie lactée. On parle même de tout l'univers, de toutes les galaxies. Mais on explique ça avec les mots. Des mots et peut-être avec des images, mais on fait ça avec les mots. Alors que, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vous rappelle que la science se fait avec le nombre et non pas avec le mot. Alors, je veux dire par les mathématiques. D'ailleurs, Galilée nous dit que l'univers est écrit en langage mathématique. Et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Voici ce que nous dit Galilée en 1623 dans son livre L'Essayeur. Il résume bien l'idée que la science se fait avec les mathématiques, avec les nombres et non pas avec les mots. D'ailleurs, Isaac Newton nous présente la gravitation, sa loi de gravitation universelle, qui stipule que deux masses M, grand M et petit m, s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré des distances. Et là, je le dis avec les mots, mais en fait, c'est une formule précise, c'est une formule vectorielle, et même plus que ça, puisque c'est une équation différentielle d'ailleurs. Donc il concrétise encore plus l'idée de Galilée que la science se fait avec les mathématiques. Et là, je suis en train de nommer deux grands scientifiques du XVIIe siècle. Actuellement, depuis 1960 au moins, il y a une nouvelle composante qui s'ajoute à l'astronomie et aux mathématiques pour faire de la science. Cette composante, c'est l'informatique. Et en particulier, non pas le langage mathématique, mais les langages de programmation. Par exemple, Fortran, Formula Translator, c'est un langage de programmation qui est très utilisé par les scientifiques, mais on peut parler aussi de MATLAB. Alors moi, je vais vous parler de Python. Alors Python, c'est un langage de programmation facile à apprendre et je vais entrer directement dans le sujet de la programmation. Alors, je vous rappelle d'abord, un langage de programmation, c'est un ensemble d'instructions qu'on donne à l'ordinateur et puis l'ordinateur n'a qu'à suivre ces instructions, tout simplement. Alors, pour commencer, je commence par Hello World, c'est un exemple classique en programmation. Alors, regardez bien, là, c'est le mot print, en fait, affiche-moi ce texte qui est en anglais d'ailleurs, Hello World. Quand je viens ici, j'exécute cette instruction ou ce bout de programme, j'ai le résultat Hello World. D'ailleurs, si je dis, au lieu de m'écrire Hello World, par exemple, j'écris Welcome to Green Night. Et
j'exécute cette instruction, et bien vous voyez, il nous écrit, il nous affiche Welcome to Greenland. Ça, c'est juste la première instruction. Mais en fait, Python, même tous les langages d'ailleurs, nous permettent de faire du calcul. Hein. Bon. Mais encore plus que le calcul, ils nous permettent, alors ces langages nous permettent de représenter les fonctions. Par exemple, ici, quand j'exécute ce programme, il va m'afficher la fonction sinus, par exemple. Hein, c'est très simple, la fonction sinus de pi t. Hein. Voilà, donc voilà une représentation graphique de la fonction sinus. Et du coup, je peux changer cette fonction en, par exemple, la fonction cosinus. Donc c'est très facile. Il suffit de changer ici sinus par cosinus. Et voilà, vous avez la fonction cosinus. D'ailleurs, j'aime beaucoup la fonction exponentielle. Et je vais la représenter, je vais représenter cette fonction, regardez, c'est moins 2 moins t au carré. Pour dire au carré, c'est étoile, étoile 2, entre, non pas 0,2, mais plutôt entre moins 2 et 2. En fait, je suis en train de représenter la fameuse gaussienne, qui est très très utilisée en probabilité, en sciences physiques et en astronomie d'ailleurs. Voilà. Pour vous dire, on écrit un ensemble d'instructions, là, par exemple, pour représenter une fonction. Alors, ces trois domaines de sciences, je vais vous parler de ces trois domaines de sciences, l'astronomie, les mathématiques et la programmation avec Python. Mais avant tout, j'aime beaucoup ce que dit Cédric Villani, qui est un mathématicien, prix médaille Fields, c'est le prix Nobel de mathématiques si vous voulez. Donc voilà ce que nous dit Cédric Villani en ce qui concerne la programmation. Alors, en premier lieu, il faut apprendre à coder et à programmer. En premier lieu, il faut apprendre à coder et à programmer. Tout le monde devrait apprendre à coder. D'ailleurs, les étudiants, les élèves, les ingénieurs, toute discipline, tout le monde devrait apprendre à programmer. Mais pourquoi ça, il faut dire? En le faisant, on comprend ce qui se passe. C'est ça l'apport de la programmation. Quelle force dirige le monde? Quelle force dirige le monde? On apprend aussi à prendre des initiatives. Et ça, c'est vraiment l'apport majeur de la programmation. Ça nous apprend à réfléchir en termes de nombres, en termes numériques. Et surtout, n'oubliez pas cette phrase, il ne faut pas hésiter à se lancer ou ne pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut se lancer dans la programmation, il faut faire les erreurs, il faut les dépasser. Voilà donc ce que nous dit Cédric Villani en 2014, 9 juillet 2014. Et pour cela, si vous voulez vous lancer dans la programmation en Python, vous pouvez visiter python.org ou vous pouvez par exemple, pour commencer peut-être Wikipédia, pourquoi pas, hein, le langage Python. Et si vous voulez connaître Cédric Villani, il est là, donc dans une page aussi Wikipédia. Alors, vous avez compris que mon exposé, ma conférence, tourne autour de l'ordinateur. En fait, tout gravite autour de l'ordinateur. Alors, dans le monde de l'informatique, les logiciels qui tournent autour de l'astronomie sont nombreux. Par exemple, Stellarium, par exemple, Celestia. Ce sont deux logiciels qui vous invitent à observer le ciel nocturne, mais on peut aussi les utiliser comme base de données. Et ça vous donne beaucoup d'informations sur les objets du ciel, les planètes, les satellites, les étoiles et tout ça. En fait, si ces logiciels sont nombreux, beau avoir avec leur image numérique illustrative des phénomènes qu'ils présentent, ces logiciels ne présentent pas les données astronomiques sous forme propice à la compréhension d'un concept, à l'élaboration d'un modèle et à la réalisation d'une simulation.
Donc, je vais choisir en premier lieu le concept de gravitation, et la question alors à laquelle j'essaie de répondre est comment utiliser l'ordinateur pour passer de l'image qu'on se fait du ciel à la théorie de la gravitation universelle. C'est un défi. Alors, franchement, je sens actuellement la nécessité d'une approche culturelle. C'est vrai qu'on n'est pas à la fac ici, on est dans le monde de la vulgarisation scientifique, donc on est dans... notre approche devrait être culturelle, scientifique et créative aussi, qui a pour objectif le développement de la capacité à appliquer la méthode scientifique dans un contexte pédagogique et simplifié. Donc on devrait faire apprendre la science, ou les sciences si vous voulez, par une méthode, par la méthode scientifique qui consiste à modéliser la question devant nous. C'est vrai que la science utilise beaucoup de vocabulaire spécifique, très pointu. La science génère aussi des nombres très grands, comme l'astronomie. On parle de milliards et de milliards d'étoiles, on parle de distances, des années et des années, de milliards d'années-lumière et tout ça. Et même des échelles d'espace-temps qui dépassent notre même imagination. Mais quand même, sa vision, donc la science, sa vision du monde reste néanmoins qu'un ensemble de modèles. Et c'est ainsi que l'homme explore le réel. Et sur la base de ce constat simple, je divise tout mon exposé, ma conférence au problème en 3 étapes: concept, modèle et simulation. Alors c'est quoi finalement le concept? Alors, en général, la théorie se fonde sur certains concepts, comme par exemple la masse, la force, le vecteur, l'accélération, le champ électrique. Ces concepts délimitent un certain champ de représentation qui est le monde que l'on veut décrire et se représenter à partir de ces concepts. Il est clair, par exemple, que la notion de charge électrique n'a rien à voir avec la gravitation, par exemple. Mais à l'intérieur d'un champ de représentation, on élabore des lois. On essaie de trouver des relations entre ces concepts. Et avec ça, on constitue ce qu'on appelle un modèle. Alors le modèle, c'est une représentation, en général simplifiée, d'un phénomène ou d'un objet. Pour élaborer un modèle, on succède à un ensemble d'observations qui circonscrivent des nombres et relient entre eux les divers concepts et propriétés du phénomène ou de l'objet. Après ça, la comparaison et la confrontation du modèle aux observations testent la validité de ce modèle. Alors l'acceptation de celui-ci est préservée tant que de nouvelles observations ne remettent pas en question la validité de notre modèle. Alors parmi les modèles les plus connus, en astronomie et en physique, on a les 2 modèles très connus. Ce sont les modèles les plus révolutionnaires. Ce sont les modèles de l'atome d'hydrogène et du système solaire. Alors ces 2 systèmes ont de tout temps intrigué les hommes car ils représentent l'infiniment petit et l'infiniment grand. Lorsqu'on vous explique ce que c'est qu'un atome, vous êtes en train de modéliser l'atome. Lorsqu'on vous explique le système solaire, vous êtes en train de modéliser le système solaire. Mais après ce modèle, comme je viens de le dire tout à l'heure, alors, on va parler de la notion de simulation. Et là, vraiment, c'est le fond de mon exposé, le fond de ma conférence. Alors, c'est quoi une simulation? Eh bien, la simulation désigne
la mise en œuvre d'un modèle à l'aide de moyens informatiques. Après avoir décrit le modèle avec des lois, eh ben, on va mettre ces lois dans l'ordinateur et on va utiliser l'ordinateur pour représenter notre modèle. Alors, la modélisation se caractérise par la très grande souplesse qu'offre le calcul informatique. D'abord, on peut incorporer les équations de la physique, en particulier de l'astronomie, et de toutes sciences d'ailleurs, biologie, géologie, quoi d'autre, technologie, tous les phénomènes, toutes les études qu'on fait avec des équations, on essaie de les incorporer dans un langage de programmation. Et puis, la simulation va nous permettre de remplacer des calculs impossibles à résoudre analytiquement par des approximations numériques. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on arrive en mathématiques à représenter des lois sous forme d'équations, mais les équations sont très dures. Hein. Et moi, je parle des grands scientifiques qui n'arrivent pas à résoudre des problèmes d'une manière analytique. Et donc, on a recours à l'analyse numérique. Et puis, la simulation va nous permettre de manipuler d'énormes quantités de données. À la main, on peut à la limite prendre un papier ou un tableau, on utilise quelques valeurs, mais là, devant nous, on peut utiliser beaucoup de données dans un ordinateur. Et puis, la simulation va nous permettre de visualiser les résultats sous forme graphique, comme je l'ai présenté par exemple tout à l'heure, pour représenter une équation très vite et d'une manière assez précise. Et puis, vraiment, ce que je trouve le plus important dans ça, c'est que lorsqu'on représente le phénomène, eh ben, on peut varier les propriétés du phénomène, les limites et les paramètres physiques du phénomène pour voir les résultats. Enfin, on peut compresser le temps. Il y a des phénomènes qui sont très longs dans le temps. On peut les compresser, on peut faire la simulation sur quelques jours au lieu de quelques années. Bien sûr, les grands triomphes de la simulation, il y a le problème de n-corps, c'est-à-dire on a un problème où il y a non pas deux corps, par exemple le Soleil et la Terre, ou je sais pas, ou la Terre et la Lune. Non, on veut étudier 3 corps, ou même n corps comme les amas globulaires, les galaxies. Alors, avec 2 corps, on sait les résoudre d'une manière analytique. D'accord? On sait résoudre l'équation. Avec 3 corps, moyennant des simplifications, on peut quand même arriver à modéliser. Mais pour le problème de n corps, eh ben, l'apport de l'informatique est très important. Voilà. Alors, tout ça, vous me dites, bon, c'est beau, c'est de la théorie, c'est des idées. Eh bien, je vais vous appliquer ça sur un exemple concret. Je vais parler du pendule simple de Galilée. D'abord, pourquoi Galilée et pourquoi le pendule simple? Hein? Alors, Galilée, c'est un mathématicien, c'est un géomètre, c'est un physicien, c'est un astronome du XVIIe siècle. Hein, comme vous voyez, il est né à Pise en 1564 et mort tout près de Florence le 8 janvier 1642. Galilée est avant tout un physicien. Il a étudié le pendule. C'est-à-dire, vous prenez un fil avec une certaine masse, vous décalez la masse et vous laissez le pendule se déplacer. Il découvre le principe d'inertie. Il a étudié le plan incliné. La chute des corps, ouais, il a étudié la chute des corps. Le mouvement parabolique, là, en tant que physicien. Hein. Mais on peut voir aussi Galilée comme astronome, de premier plan d'ailleurs. Il a d'abord découvert les satellites de Jupiter, les phases de la Lune, il découvre le relief de la Lune, les phases de Vénus, hein. Je parle des phases de Vénus, les montagnes lunaires, les anneaux de Saturne, et puis il découvre la nature de la Voie lactée. Hein. Avec sa petite lunette, tu vois que la Voie lactée, cette lueur blanchâtre, n'est que des étoiles. Voilà. Alors moi, je vais vous parler du pendule simple et je vais appliquer la méthode qui consiste à décrire, à découvrir les concepts, à réaliser un modèle et à faire de la simulation. Alors donc finalement, c'est quoi cet atelier? Donc son but, c'est le but de cet atelier
d'astronomie numérique avec Python et de se familiariser avec la démarche scientifique, qui consiste à définir les concepts astronomiques du problème en question, de modéliser les lois physiques qui régissent le phénomène et enfin de simuler le phénomène avec Python. Alors, pour notre atelier ou notre exposé ici, les objectifs spécifiques, en fait, on va utiliser deux bibliothèques de Python, NumPy et Matplotlib. On va utiliser une méthode de résolution d'équations différentielles, la méthode simple d'Euler. On va représenter graphiquement les résultats. On va modifier les paramètres pour comparer les résultats. Et puis, on va voir les limites quand même des méthodes numériques. Allons-y donc, le pendule et les concepts. Alors, lorsqu'on parle de pendule, ben c'est très simple. C'est un corps M de masse petit m qui est suspendu à un fil, là. Alors, le fil est de longueur L et de masse négligeable. Hein, on néglige la masse du fil. Voilà donc l'idée. On va parler de masse d'un fil de longueur L. Ce sont les caractéristiques de notre phénomène, notre objet à étudier. Alors la position du pendule est repérée à tout instant t par l'angle θ. Où se trouve le pendule, c'est-à-dire quelle est la valeur de cet angle θ par rapport à la verticale. Alors on peut montrer que ce mouvement est régi par la loi fondamentale de la dynamique. Donc voilà pour les concepts. Pour le modèle, on arrive à l'équation du mouvement qui est θ second égale moins oméga 2 sinus θ. En fait, on n'a pas une relation directe de θ en fonction du temps, cet angle, on n'a pas cet angle en fonction du temps, mais on a la dérivée seconde de cet angle θ, et cette dérivée seconde est fonction de θ. Donc, on a ce qu'on appelle une équation différentielle d'ordre 2. Pourquoi? Parce qu'on a une dérivée seconde, hein, les θ secondes. Et puis, c'est une équation différentielle non linéaire, parce qu'on a un sinus θ, on n'a pas un θ. Je vous dis, ce n'est pas si facile de résoudre cette équation. Alors, comment on établit cette équation? On peut appliquer soit la loi fondamentale de la dynamique, F égale à ma, c'est une loi qui a été découverte par Newton. La somme des forces égale à la masse de l'objet fois son accélération. Soit on applique le théorème de la conservation de l'énergie mécanique, avec l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique de l'énergie potentielle, ou alors on applique par exemple le théorème du moment cinétique qui nous dit que la dérivée du moment cinétique par rapport au point O est égale à la somme des moments des forces extérieures par rapport à O. On ne va pas démontrer tout cela, mais on va justement utiliser cette équation différentielle et donc on va la résoudre d'une manière numérique. Donc je passe à la simulation. Alors je passe à la simulation. Très bien. Alors première étape, il y a quelques étapes, une dizaine d'étapes ou 8 étapes pour faire la simulation. D'abord on va apporter les bibliothèques scientifiques NumPy et Matplotlib. Il suffit d'écrire en Python import NumPy as np. Donc on donne un alias, un nouveau nom à cette bibliothèque. De même, import Matplotlib as plt. En fait, NumPy c'est une bibliothèque qui manipule les vecteurs, les matrices, les tableaux d'une manière générale. Et Matplotlib c'est une bibliothèque avec laquelle on peut faire des représentations graphiques. Allons-y donc. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Il connaît déjà les deux bibliothèques. Alors là, je vais faire quand même assez vite parce que le temps presse dans cette conférence, mais normalement on devrait prendre beaucoup plus de temps pour faire toutes les simulations et comprendre correctement avec toute la rigueur qui est nécessaire. Alors, je vais vous présenter la méthode d'Euler pour résoudre une équation différentielle. Alors, soit donc l'équation différentielle x point égale à f de tx, donc la dérivée de x par rapport à t est égale à une certaine fonction de t et de x, avec x0 égale à x0. Donc à t égale 0, nous avons une certaine valeur. Donc on peut écrire dx égale à f de tx dt.
mais ceci dx c'est quoi? C'est-à-dire x1 moins x0 est égal à f de t0 x0 fois dt. x2 moins x1 est égal à f de t1 x1 dt, et ainsi de suite. Donc finalement, on peut, à chaque pas, on peut déterminer x en fonction du pas avant, donc xn plus 1 est égal à xn, et puis f de tn xn, c'est-à-dire avec les données qu'on a calculées avant. Donc finalement, x qui est une fonction x de t, on ne va pas trouver une formule mathématique qui va explicite, analytique, qui représente x de t, ce n'est pas une expression mathématique, mais on va évaluer x sur différents temps. Donc on va discrétiser le temps. On a un certain t0, t1, t2, t3, donc ça c'est la discrétisation du temps, et à chaque instant on va pouvoir déterminer la valeur de x. Donc on va approximer la valeur de x, la valeur de notre fonction. Ça, c'est la méthode Euler, très très facile à mettre en œuvre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va évaluer la valeur de x en tn plus 1 à partir de la valeur de x en tn et de la pente de x sur dt qui est f de tn xn. En le faisant, nous avons commis une erreur égale à la valeur exacte moins la valeur estimée, la valeur Euler. Bien, on peut interpréter ce raisonnement de trois façons. D'ailleurs, on peut l'interpréter comme formule d'intégration numérique ou d'une manière géométrique, comme je viens de dire là. Et sinon, avec un développement de Taylor, on peut arriver à expliquer que cette méthode converge vers ou approxime notre fonction x. Voilà. Donc ici, je vous mets une fonction Python qui implémente la méthode facile, mais peu précise, il faut dire. Je vais vous dire tout de suite, elle est peu précise, mais là pour voir comment on fait en science, comment on utilise la programmation. Alors cette méthode s'appelle la méthode Euler explicite. Alors ça y est, bon, il suffit d'exécuter ici. Bon, je vous laisse le soin de voir ce que j'ai rédigé ici. Voilà, donc c'est une méthode explicite. On veut résoudre x' égale à f de tx entre l'intervalle a et b avec point de départ x0 et n le nombre de pas. C'est-à-dire on va prendre le temps et on va le subdiviser en n intervalles. Voilà. Alors, cette fonction va nous envoyer deux variables t, c'est le temps discrétisé, et x discrétisé avec ses valeurs. Donc t, c'est l'intervalle AB discrétisé, et x, la solution cherchée. Voilà. Là, j'écris la fonction. Remarquez que lorsque je parle ici, je parle d'une fonction générale f de tx, c'est supposé x de t, c'est une fonction à une valeur, alors que ici, on a, dans notre problème, on a θ, puisque c'est une équation de second ordre, donc on va la convertir en une équation de premier ordre, mais avec deux variables. Donc on va prendre x égale à θ et θ point, et vous avez x point égale θ point x, θ point θ second, et θ second qui est donné par moins oméga 2 sinus θ. Voilà, donc là c'est la conversion en Python, l'écriture Python de ce qu'on est en train d'écrire en maths ici, avec g égale à 9,81, la pesanteur, et oméga, on peut prendre g sur l. Voilà, donc on va faire ça. En fait, je suis en train d'illustrer, donc maman devrait prendre un peu plus de temps pour comprendre mieux la démarche et pour pouvoir l'appliquer. Alors, maintenant, je vais appliquer les données. Ça y est, donc j'ai les résultats. Normalement, dans petit t ici, j'ai un tableau avec T0, T1, T2 jusqu'à Tn. J'ai pris donc 12 secondes. L'intervalle, c'est 12 secondes. Et je l'ai divisé en 10 000 pas. En 10 000 pas. Et puis j'ai mis ici l'angle de départ égal à 20 degrés, que j'ai converti en radian, avec une vitesse initiale 0. C'est-à-dire que je ne pousse pas le pendule
juste j'incline le pendule, hein, et puis je le laisse. Voilà. Alors voilà, donc ici j'affiche mes données, hein, pour vérifier. Donc nous avons pris la pesanteur G égale 9,81, la longueur du fil est égale à 1,2 m, l'intervalle de simulation est entre 0 et 12 secondes. Là, c'est position de départ en radians, et ça, c'est la vitesse. Et puis, on a divisé notre intervalle en 10 000 pas. Voilà, maintenant, alors, ce qui est le plus important, on va visualiser nos résultats. Et voilà, on appuie ici, là, c'est la visualisation. Waouh! C'est quoi ça? À première vue, c'est une fonction périodique, sinusoïdale. Et voilà, donc effectivement, on sait que lorsqu'on a un pendule, on incline tout peu, et ben, il va balancer. Donc c'est un mouvement oscillatoire, un mouvement périodique, à première vue, hein, je dis bien à première vue. Bon, là c'est la représentation graphique, alors que là, un diagramme très utilisé en sciences physiques, on va afficher le diagramme des phases, c'est-à-dire on va représenter l'angle θ en X, en ordonnée, et en Y, on va représenter θ point, la vitesse. Allons-y, faisons ça. Ah! Oh! On dirait que c'est une ellipse, mais si on voit bien, elle est très épaisse. Ah, on dirait que cette ellipse n'est pas fermée. Hein? Ah oui, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée? Oh oh! Attention! Ce diagramme n'est pas fermé, donc pour être rapide, donc il n'y a pas de conservation de l'énergie. Alors que, théoriquement, on sait que ce pendule, si on néglige les frottements, devrait osciller sans perdre de l'énergie. Voilà, mais attention, là j'ai appliqué dans l'équation de départ, qui est une équation différentielle, d'abord de second ordre, et surtout c'est une équation qui n'est pas linéaire. Alors, voici quelques interprétations et manipulations que vous pouvez faire. On peut d'abord doubler la longueur du fil et observer le pendule. Allez, on va faire ça par exemple. Alors, c'est quelle étape? Alors, regardons à quelle étape? L'étape 3. À l'étape 3, à l'étape 3, on va prendre au lieu de 1, on va multiplier. Donc, on va quadrupler. Allez, pourquoi pas? La longueur est égale 4 fois. Donc 4,8. D'accord? On va refaire le calcul. De même ici, toujours avec la même période. Voilà l'affichage. Donc c'est 4,8 la longueur du fil. Ça c'est les données. Ça c'est la courbe. Ah ah! C'est encore mieux. Hein? On dirait une sinusoïde. Mais attention, pour le moment, je n'ai pas changé l'angle, qui est de 20 degrés. On ne s'est pas éloigné trop de la verticale. Et là, donc je représente A. Regardez, là, c'est presque une ellipse. Hein, c'est presque une ellipse. Et là, bon, en fait, si on compare, ce qui est très important, tout à l'heure, la période était là, c'est la période de deux fois la période de tout à l'heure. Ça, c'est vraiment à remarquer. Hein? D'ailleurs, si on regarde la formule de la période, T égale 2 pi racine de L sur G. Si on multiplie ça, L par 4, ben, la période sera multipliée par 2. Voilà. On peut changer l'angle de départ. Hein? On peut changer l'angle de départ. On peut augmenter le temps de la simulation et observer les diagrammes. Donc, en fait, on remarque que vraiment l'énergie totale du pendule n'est pas conservée. Même si on prend l'équation, si on peut, par exemple, le dit là dans la manipulation simple, si on simplifie l'équation, au lieu de prendre sinus θ, on va prendre θ. On peut refaire même tous les calculs et comparer le cas où l'angle est très petit et le cas où l'angle est très grand.
Voilà, donc on peut jouer, on peut manipuler avec le langage Python. Là, nous l'avons fait dans un cas simple, celui de pendule de Galilée. Voilà, donc pour résumer, cette méthode, qui s'appelle la méthode d'Euler explicite, est facile à mettre en œuvre, hein, mais elle n'est pas précise et ne conserve pas l'énergie d'un système. D'autres méthodes de résolution numérique des quadifs sont plus performantes que celles-ci, mais plus délicates à programmer quand même. Vous avez par exemple la méthode d'Euler implicite, la méthode Runge-Kotakad qui est très très utilisée, la méthode Leapfrog, Verlet et bien d'autres. Bien sûr, là, nous avons appliqué cette méthode dans le cas d'un pendule simple, mais on peut compliquer le système avec un pendule amorti ou un pendule double ou un pendule inversé. Voilà ce que nous permet de faire le langage de programmation Python en sciences d'une manière générale et en physique ou en astronomie en cas particulier. Voilà donc pour conclure sur cette présentation. Alors je vous rappelle que les ordinateurs offrent un moyen puissant de simulation de phénomènes astronomiques. Les programmer via un langage de programmation comme Python est une approche scientifique bénéfique pour les apprenants et amateurs d'astronomie. Enfin, si la simulation vous tente, vous pouvez commencer à lire des articles sur un site GitHub AstroPyTunisia et de s'abonner à la page Facebook Programmation scientifique avec Python, PyTunisia, et au groupe d'astronomie numérique avec Python, AstroPyTunisia. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne soit l'astronomie pure, soit le Python, soit l'astronomie avec Python, ou même si vous voulez apprendre Python. Et puis là, vous avez la conférence que je suis en train de faire à l'heure. Voilà, et puis 2 pages Facebook pour discuter, pour apprendre encore plus. Voilà, je vous remercie et à une autre fois.